640e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, une actualité très chargée. Commençons par la séquence de pré-campagne présidentielle, si vous voulez bien. Une séquence qui monte en puissance dans un climat très fiévreux, avec une avalanche de sondages, souvent contradictoires les uns avec les autres. Quel est pour vous l'état des forces au moment où nous sommes ? Je crois qu'il y a une poussée tout à fait indiscutable de la droite, un effondrement littéral de la gauche et de ses candidats. Et ça me semble devoir dominer la prochaine consultation électorale présidentielle. Selon vous, la France est de droite, fondamentalement ? Actuellement, oui. En tous les cas, elle est très portée sur la droite, puisque des candidats comme Zemmour et comme Marine, en s'additionnant, font plus du tiers des électeurs. Et quel est votre regard sur ce qu'on peut appeler ce match Zemmour-Marine ? À la vérité, ça n'est pas un match. L'élection présidentielle, au premier tour, est un concours. Elle ne devient un match, comme un match de boxe, un ring, que deuxième tour. Là, c'est le candidat de l'opposition contre le candidat du pouvoir, d'habitude. Et par conséquent, nous courons la première étape, là, en quelque sorte, ce qui est la course en ligne, où, à part peut-être quelques coups de coude, normalement, il ne doit pas y avoir de débat entre les candidats. Ils ont à démontrer leur qualité, leur programme, les originalités. Il est certain que l'irruption d'un candidat indépendant comme Zemmour a modifié tout de même le contexte et introduit d'ailleurs un élément de curiosité, d'intérêt à cette élection qui un peu avait l'habitude de ronronner. Il faut dire que passer de 2-3% à 18-19% dans les sondages en 2 mois, c'est un fait inédit dans la Ve République. Oui, c'est le fait d'un candidat indépendant, un peu célèbre, polémiste connu, ardent, intelligent, et par conséquent intéressant. Il a donné un coup de fouet à cette campagne électorale présidentielle que je trouve particulièrement bénéfique en ce qui me concerne maintenant. Je pense que progressivement, les choses vont s'étaler, s'étager et s'équilibrer. Nous sommes encore à plus de 5 mois de l'échéance. Il peut se passer tellement de choses en 5 mois. Oui, je crois que les événements sont beaucoup plus déterminants que les personnalités dans nos destins. Comment percevez-vous, comment analysez-vous le comportement du président de la République qui, lui comme Éric Zemmour, ne sont pas candidats? Comment percevez-vous ça? C'est vrai qu'on le voit tous les jours à la télévision, donc on a du mal à distinguer ce qui est de la déclaration solennelle et officielle à ce qui est de la politique quotidienne. Ce sont les prémices des opérations électorales, avec leurs petits rebondissements, leurs petits échos. La course n'est pas lancée à proprement parler, elle ne le sera que quand les gens se seront déclarés comme candidats, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient candidats au sens constitutionnel du terme, c'est ça, oui. Mais ils sont dans la course et ils vont commencer à engager des dépenses, à se donner beaucoup d'activités, et là, petit à petit, on va quand même se déterminer une hiérarchie des valeurs de combat. Ils ne sont que candidats à la candidature. Absolument. Parce qu'à la vérité, à la fin, c'est le Conseil constitutionnel qui donnera la liste des candidats. Oui, d'accord, mais c'est pas le Conseil constitutionnel qui la détermine, il enregistre. Voilà, c'est ça. Et au deuxième tour, d'ailleurs, il ne restera que 2 candidats. Voilà. Du côté des Républicains, ils ont l'air d'avoir trouvé un statu quo, en tout cas en façade, de préparer un congrès plutôt dans la sérénité. Est-ce que vous avez un favori? Enfin, est-ce que vous pressentez quelque chose? Non, mon favori n'est pas aux Républicains. J'ai bien compris. En l'occurrence, mais je pense que ça va être très difficile pour eux de se choisir une tête de liste. Ouais. Enfin, un candidat représentatif. Sera-t-il soutenu par l'ensemble des autres adversaires? Ça n'est pas certain. Et nous attendons cela, je crois que c'est au 2 décembre. Le 2 décembre, c'est Austerlitz, mais je crois que c'est pas loin. Je crois que c'est le 4 ou le 5. Le 4 décembre, qu'importe. Enfin, le début de décembre,
nous connaîtrons en quelque sorte l'éventail des candidats sérieux, à savoir celui qui manque actuellement, c'est celui des Républicains. C'est ça. Alors son poids va être déterminant et le premier sondage qui suivra déterminera si quelle est la hiérarchie actuelle des candidats à la candidature. Bon, en tout cas, si la droite a l'air d'avoir le vent en poupe, si elle a l'air d'être à la mode, la gauche paraît complètement Oui, je pense que ce n'est pas une question de mode, c'est une question d'appréhension des phénomènes politiques, sociaux, économiques, et que la gauche est actuellement totalement discréditée. Bien sûr. Puisque l'on dit même que Madame Hidalgo ne ferait pas 5%. C'est déjà beaucoup. Alors, M. Jadot, lui, c'est le candidat de ce qu'on a coutume d'appeler les Khmers verts, enfin les écologistes. Lui, il déclare, c'est un de vos thèmes de prédilection, en tout cas de référence, il déclare que l'immigration n'est pas un problème en France. M. Jadot. Oui. Non, ce n'est pas un problème, c'est le problème. Voilà. C'est le problème numéro un, tout à fait évidemment, dont dépendent toute une série de conséquences navrantes sur l'ensemble de la vie de la société. Nous sommes menacés de submersion, comme le démontrent d'ailleurs un certain nombre d'incidents récents, mais qui pourraient se multiplier et contre lesquels nous ne sommes pas défendus, car nous sommes toutes fenêtres et portes ouvertes et nous avons intérêt à commencer à nous préparer et même rapidement à nous préparer à faire face à cette submersion qui changerait non seulement toutes nos coutumes de vie, mais qui risque de nous faire disparaître. Donc le grand remplacement, ça n'est pas un mythe. Non, pas du tout. C'est une réalité. Il est en cours. Il tient à nous de le combattre et de se défendre, d'être ce que nous sommes. Soyons ce que nous sommes. C'est un des slogans de la guerre d'Espagne. Et donc, il faut avoir conscience des dangers qui nous menacent, et certainement le danger démographique. Aujourd'hui, le combat va être démographique. L'explosion du nombre des habitants de la Terre multiplie bien évidemment tous les problèmes sociaux, économiques et autres, et change fondamentalement les données des problèmes du gouvernement du monde. Alors, tenons-nous prêts à combattre. Nous sommes une vieille nation. Ne nous laissons pas atteindre par la sénescence. Alors, un autre sujet, mais qui s'en rapproche. Pour les électeurs qui hésiteraient entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, le célèbre dictionnaire Robert, le Robert, propose de remplacer les pronoms « il » et « elle » par un pronom unisexe « yel ». C'est un progrès ou une régression, selon vous? Une régression. Une pitrerie? Une régression, une idée qui se veut originale et qui, à mon avis, est contraire à la civilisation. Car la civilisation, c'est un acte de sortie du magma, de distinction, et non pas de réduction à un modèle unique ou semblable. Voilà ce que je crois que c'est une de ces innovations qui veulent secouer un petit peu le ronron démocratique. Mais derrière cela, il y a toujours ce qu'on appelle la théorie des genders, c'est-à-dire que l'on peut, à un moment ou l'autre, choisir si on est de sexe masculin ou si l'on est de sexe féminin. Puis maintenant, c'est ce qu'avait fait remarquer Zemmour, il y a des pays où on fait des piqûres à des jeunes enfants pour leur empêcher d'avoir leur puberté. Ça existe, ça? Ça, c'est stupide. C'est criminel. Oui. Et il faut laisser faire la nature, qui a très heureusement distingué l'homme de la femme en faisant des personnages complémentaires. Bien sûr. Et par conséquent, fondement des civilisations qui se sont déroulées depuis des millénaires. S'il n'y avait pas un homme et une femme, personne ne serait là, ni vous ni moi. Adam et Ève. Oui, à commencer par eux. Alors, spectaculaire démonstration militaire russe, avec un tir de missile qui pulvérise un satellite.
tensions entre la Chine et les États-Unis sur la question de Taïwan, la Pologne aux prises avec une offensive migratoire. Comment qualifier le climat international du moment ? Il est dangereux, il a toujours été, mais il est dangereux et il va l'être de plus en plus compte tenu du phénomène fondamental que je souligne à chaque fois, à savoir la multiplication du nombre des habitants de la Terre. Passer en 50 ans de 2 à 8 milliards et se développant de façon exponentielle, on ne sait pas, 10, 12, 15, 20 milliards, et il est évident que cela diminue d'autant les parts de biens qui, elles, ne sont pas extensibles, on le sait. Enfin, ou peu extensibles. Alors, tout autre sujet, l'Assemblée nationale adopte la loi contre la maltraitance animale. Un sujet qui, on le sait, a été largement traité par le Front National du temps où vous le présidiez. Quel est votre commentaire ? La protection de la dignité des êtres vivants, qui a ses limites, bien sûr, parce que sans ça, on ne pourrait pas combattre les poux et les puces, qui sont des êtres vivants. Tout à fait. Non. Bon, cela étant, il s'agit dans la plupart du cas des mammifères, et notamment de ceux dont nous nourrissons, et que nous élevons pour les tuer pour les manger. Alors, cela étant, je pense que il faut combattre de façon sans nuance le fait de faire souffrir des animaux. Inutilement. Inutilement, mais on emploie les animaux, ce ne sont pas des objets. Ils méritent une attention. Ils sont d'ailleurs capables eux-mêmes de sentiments qui ne sont pas des sentiments humains, mais qui sont des sentiments tout de même qui existent et qui sont respectables et doivent être respectés. Donc la défense des animaux, il y aura aussi bien sûr ces excès. Il y a ceux qui veulent tout supprimer, il y a ceux qui veulent... Bon, bref. Nous sommes issus de civilisations d'expérience et nous devons toujours tenter de les améliorer sans croire que nous allons modifier l'équilibre du monde. Mais enfin, il faut savoir tout de même que le fait de devoir nourrir des milliards d'hommes nécessite la mort de milliards, de millions de milliards d'animaux. Bien sûr. Mais pour tuer un veau, il vaut mieux l'étourdir que le saigner, comme le font les abattoirs halal inutilement. Bien sûr, voilà. Et là, je dois dire que nous ne faisons pas respecter la loi, car la loi en France prévoit que les animaux dans l'abattage sont étourdis oui, avant d'être saignés, et que malheureusement, je pense que ce qu'on appelle la viande halal, c'est-à-dire la viande telle que la souhaitent les musulmans, c'est-à-dire saignée sans étourdissement, doit être bannie. Nous devons défendre la loi française et la faire appliquer. Voilà. Duralex, sed lex. Alors le président de la Fédération nationale de la chasse propose que l'on attribue aux chasseurs des missions de vigilance en renfort de celles des autorités de police et de gendarmerie. Est-ce un projet raisonnable ? Ça me paraît un projet dangereux. Proposer à des personnalités civiles armées un pouvoir de police dont on ne déterminera pas forcément facilement les limites me paraît extrêmement dangereux. D'ailleurs, en général, les chasseurs remplissent déjà cette mission. C'est vrai qu'ils sont les seuls à pénétrer profondément dans des endroits que ne sont pas fréquentés par les populations en général, et quand ils ont le sentiment de pouvoir agir en faveur du mieux, je crois qu'ils le font tout naturellement. Très bien. Alors je crois que vous avez une lecture à nous proposer cette semaine qui a retenu votre attention. J'en aurais plusieurs, mais celle-ci est originale parce que le dernier tribun, je cite même l'auteur, et je le lis.
Gilles Martin Chauffier est un ouvrage tout à fait passionnant. C'est la description, c'est un roman, par conséquent. Il met en vedette un certain nombre de personnages dans la période de plus de 100 ans avant Jésus-Christ. C'est le temps du triumvirat de César, Pompée et Crassus, qui mourront tous, les uns et les autres, assassinés, car l'assassinat est alors le mode de dévolution naturelle du pouvoir. Et bien sûr, ceux qui ont une culture latine seront très intéressés, mais aussi, justement, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître le latin et donc l'histoire de Rome. Et l'histoire de Rome, comme celle d'Athènes, sont des histoires qu'il est nécessaire de connaître parce que nous en procédons. On parle d'un retour de l'apprentissage du latin et du grec à l'école. Cela vous paraît fondamental? Oui, mais ça me paraît peu probable. Je crois que la valeur travail, notamment dans nos collèges ou nos lycées, a été considérablement amoindrie, que le pouvoir de distraction de la vie moderne, et en particulier de la télévision, arrache les élèves à ces disciplines rigoureuses qu'étaient le latin, le grec, etc. Ce qu'on appelait la formation classique. Ah ouais. Nous nous en éloignons vers une forme, disons, pittoresque et romantique, et qui est sans doute moins formatrice des caractères. Et bien, sur ces sages paroles, nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci, au revoir. Au revoir.